Bonjour, bienvenue à Fou à lire. Je m'appelle Frédéric Tupinier-Martin. Épisode intéressant aujourd'hui, Royal de Jean-Philippe Barry-Guerrard, on y viendra, pour lequel j'ai eu le plaisir de recevoir Suzanne, que vous connaissez bien maintenant, et aussi mon ami Emmanuel Dorion, que vous allez m'entendre appeler Manu pas mal tout le long de l'épisode. Peut-être que je la représenterai. Je ne connais pas tout le temps le contenu de tout ce que j'ai dit par cœur dans l'épisode. Euh, Avant peut-être même là, de parler de l'œuvre, je tiens quand même à faire un avertissement. C'est un livre qui parle de problèmes de santé mentale sévères avec un personnage qui traverse des idées suicidaires et qui a aussi des comportements de violence. Il y a des comportements d'agression sexuelle. Si c'est des choses là, pour lesquelles vous vous sentez fragile ou des choses pour lesquelles vous ne voulez pas entendre parler, ça peut être un épisode que vous pouvez sauter ou bref, vous êtes avisé. Bien sûr, hein, tout ce qui est suicide, c'est des sujets très sérieux. Il y existe des lignes au Québec si vous ressentez de la détresse, 1-866 appel ou maintenant un service partout au Canada là, d'aide pour les personnes qui ont des idées suicidaires et aussi leurs proches en composant le 988. Donc, cela est dit. Donc, c'est ça. Donc, je reviens à l'œuvre royale de Jean-Philippe Barry-Guerrard, une œuvre qui finalement, c'est drôle parce que je réécoutais une partie de l'épisode, puis je disais, je suis pas sûr que je vais y retourner. C'est vrai que je suis pas nécessairement retourné lire des passages, mais c'est une œuvre coup de poing, vraiment une œuvre puissante. Pour laquelle le symbolisme, là, pour laquelle, en fait, avec laquelle le symbolisme me suit toujours. Bref, ma phrase ne fonctionne pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est tellement proche ce qui est décrit dans l'œuvre du parcours médical que j'ai vécu. Puis vous allez m'en entendre parler. Puis Manu, mon invité avec Suzanne, est avocate, a connu aussi ce milieu-là. J'ai d'autres amis qui m'en parlent. Puis il y a vraiment des parallèles avec cette œuvre-là qui sont vraiment fascinants et incroyables. Qui parle de notre monde de performance, de notre monde où on est en quête de pouvoir, où on se définit par nos possessions, où on se cache, où on se cache à nous-mêmes, mais aussi on se protège de vivre nos émotions à travers ces masques-là qu'on porte, à travers ces comportements-là aussi qu'on adopte. Bref, sans plus tarder, vraiment une œuvre fascinante pour laquelle vraiment je vous recommande de vous garrocher en bon français. Royal de Jean-Philippe Barry-Guerrard, bon épisode tout le monde. Moi, je suis sûre que ça va être excitant parce qu'on va pas avoir accroché ces mêmes affaires. Ah, c'est certain, on a trois points de vue complètement différents. Là. Ouais. Moi, j'ai les jeunes devant moi. Ouais. Toi, tu es avocate, tu as fait ces études-là, toi, tu souffres de stress de performance. Je pense que oui, mais j'ai fait ces études-là, mais en fitant pas dans le profil non plus. En tout cas, fait que je suis passée par là, mais il y a des bouts où... Moi, c'est sûr, t'as moins eu ça, on va jaser. Moi, je vais voir, c'est sûr que moi, ça va être le côté littéraire, comment c'est écrit. Là. C'est mon métier. Ça roule. Alright, ça roule, là? Ça roule déjà. Okay. On a tout capté, ça. Ah oui, OK, mais t'es pas obligé de le garder. Ben non, mais des fois, j'enlève un peu du début. Okay, mais bon. J'aime ça, vraiment, partir tranquillement. OK. Puis, c'est comme si les gens embarquent dans le rassemblement qui donne vie au podcast. Okay. C'est de reprendre mes notes. Qui est cette voix mystérieuse que nous entendons? que nous connaissons pas parce qu'on connaît Suze. Allô tout le monde! Mais Manu, première présence au podcast. Faut aller. 4e épisode, on a quand même... c'est pas si pire. C'est pas comme si on était rendu au 200e puis on attendait quelqu'un de nouveau. Mais qui es-tu? Moi, je suis avocate au CHU de Québec et j'étais anciennement travailleuse sociale.
Et je termine des études en éthique clinique. Donc, c'est de la bioéthique adaptée au contexte de soins. Mais avant tout, on est amis. On est amis, exactement. c'est surtout ça qui t'amène ici aujourd'hui. Oui. Parce qu'on voulait parler d'un livre. Oui, d'un livre que j'ai lu, que j'ai entendu aussi là, grâce à audio, là, lu par nul autre que Jean-Philippe Barry-Guerrard lui-même. T'as écouté son livre audio? Oui. OK, c'est bon. Mais c'est un livre que Suzanne avait mentionné au dernier épisode qui... Ça a l'air de rien, mais remonte à probablement 5 mois ou quelque chose comme ça. Mais au dernier enregistrement, en fait, je nous réécoutais durant le retravail de l'audio, tout simplement. Puis tu avais mentionné ce livre-là en me questionnant aussi si j'avais pris des drogues pendant mon parcours médical. Puis c'est ça, tu m'avais... Mon parcours médical, ben oui, puis les études, effectivement, peut-être au début du parcours. Et c'est ce qui a fait finalement qu'on s'est embarqué dans ce livre-là, parce que tu me l'avais chaudement recommandé. Peut-être au début de l'épisode, je pense quelque chose qui... comme au début du livre, en fait, ça dépend peut-être de l'édition que vous avez. Je ne sais pas si c'est une édition récente que vous avez. Moi, je l'ai acheté en librairie récemment. Là, c'est ça, on va avoir 2 pages de décalage. Non, c'est ça, mais là où je vais en venir... Bon, donc, Royal de Jean-Philippe Barry-Guerrard est le livre dont on parle aujourd'hui. Si ça n'avait pas été... Manu avait mentionné le titre, mais... Est-ce que tu as un traumavertissement au début? C'est ça que je moi, j'en ai pas. Toi, t'en as pas. Ben, c'est ça, c'est là où je m'en allais. Donc, bref, le livre, avant toute chose, donc, Royal de Jean-Philippe Barry-Guerrard, publié en 2016 aux éditions de ta mère. Voilà, traumavertissement par rapport au suicide. Même chose qui a été placé au début du roman. Le suicide n'est pas une option. Non. 1866 appelle. Je pense, qui est notre ressource. Sais-tu, Manu, je sais qu'ils ont mis le 988 dans le reste du Canada. Je te demande parce que tu es travailleuse sociale. Non, mais en fait, je suis pas au courant. Là, Mais bref, donc, 1866 appelle s'il y a des gens ou si vous-même, vous souffrez d'idées suicidaires pour aller chercher de l'aide. Et on risque de parler de suicide énormément durant l'épisode. Donc, message... Ou peut-être pas. Ben, c'est un thème quand même très, très présent dans le livre. Oui. Non? Oui. Ben, ou la détresse, du moins. Ben, en tout cas, on y viendra. Mais bref, traumavertissement, vous êtes averti. Si c'est quelque chose qui peut provoquer de la détresse, vous pouvez terminer l'épisode maintenant. Mais c'est une question que j'ai posée beaucoup à mes étudiants. Est-ce que ce personnage-là se suiciderait vraiment? Ou c'est juste une façon de manifester son narcissisme et d'avoir de l'attention? C'est une question qui est très intéressante par rapport au personnage. Mais on s'avance. D'habitude, premier élément, généralement, c'est un simple tour du manège, tour du livre, de l'histoire. Le livre ouvre donc au début, c'est comme au printemps, ils ont comme une rencontre pré-admission, je sais pas trop comment. J'ai jamais vu ça dans un autre programme. Préparatoire à l'année qui s'en vient. Ils se rencontrent comme en mai, avant le début de la session universitaire, dans lequel le personnage principal, qui est un jeune Québécois de Montréal, qui a fait les grandes écoles, né d'une famille aisée, arrive dans cette rencontre-là d'introduction où le doyen de la faculté de droit dit à tout le monde qu'ils sont l'élite de la société et qu'ils doivent se retourner à gauche, à droite, puis que je pense que c'est le 2/3, le tiers, je ne sais plus exactement, mais bref, qu'une bonne partie des gens présents dans l'auditoire seront écrémés durant l'année de droit et qui finiront pas leur bac. Puis ça lance un peu le livre qui est finalement la traversée du... je sais pas si le désert c'est le bon mot, là, mais bref, l'enfer un peu que traverse le personnage, mais auquel il participe d'une certaine manière durant
son parcours en droit. Et donc voilà, donc le personnage se lance, comme c'est ça, comme je disais, personnage qui n'est pas nommé nulle part dans le livre, complètement anonyme, avec un narrateur au-dessus qui l'accompagne durant tout son parcours. Et donc on a cette rencontre-là au départ dans l'auditoire à l'Université de Montréal, puis cette coupure-là de l'été, puis le personnage rentre finalement dans son programme de droit. Puis donc, comme je le disais, arrive là, provient d'une famille aisée, c'est un gars qui a toujours bien réussi dans la vie, toujours cru un peu, en fait, toujours cru en lui, très grande confiance en lui. Et donc, rentre en droit en se disant « moi, il n'y en aura pas de problème, je vais terrasser tout le monde, puis je vais terminer dans les grands cabinets » parce que c'est un des thèmes principaux, c'est la fameuse course au stage dans lequel le personnage veut se lancer, qui est un phénomène qu'on aura la chance de reparler par la suite, mais qui est un... compétition, je ne sais pas comment on pourrait le dire. Une course. Ouais. C'est une course littéralement. Il y a un nombre de places limitées dans ce qu'on appelle les grands cabinets, donc les plus grands cabinets privés là, de droit qui vont accueillir un certain nombre d'étudiants et donc tous sont invités à se lancer dans cette course et que les meilleurs gagnent. Donc on parle d'à peu près, en général, 10% des étudiants qui se lancent dans la course. Et par se lancer la course, on parle de peut-être sur une vingtaine de cabinets, on parle du 10% de ceux qui ont envoyé 1 ou 20 CV, disons-le. Fait que ça peut rejoindre beaucoup d'étudiants parce qu'un étudiant peut décider d'envoyer un CV parce que ce cabinet-là, peut-être, tandis que d'autres s'y jettent corps et âme et appliquent partout. Donc, on a tous les scénarios possibles aussi parmi les applicants à la course. Mais c'est ça, après la petite narration de l'histoire, oui, c'est clairement quelque chose qu'on pourrait approfondir puis qui est vraiment... qui me questionne beaucoup à savoir est-ce que c'est réellement représentatif, est-ce que ce que décrit le roman, c'est réellement représentatif de la réalité puis de la vraie course au stage. Mais donc, le personnage... rentre vraiment dans le programme de droit avec cette ambition-là de participer à la course au stage et finalement d'être parmi ce faible pourcentage de personnes qui réussissent à décrocher un stage dans les grands cabinets. Il fréquente aussi son cousin qui, lui, a réussi et qui est plus avancé dans le programme, cousin Fred, qui l'encourage puis qui comment on peut dire, Il y a définitivement un fond de vérité dans l'image qu'on se fait du parcours en droit, de la profession d'avocat et de l'image qu'un étudiant de première année se fait de cette course au stage-là. Parce que dès le départ, le discours là, qui est présenté, vous êtes l'élite de la société, je l'ai entendu d'une manière plus ou moins similaire là, dans les premières semaines de mon baccalauréat en droit. Bien, si vous êtes ici, vous faites partie des 10% qui ont été admis. Et dans une autre présentation par rapport à penser à notre avenir professionnel dès la première session, parce que les notes, c'est important. On s'est fait dire, bien, regardez-vous, forcez-vous, parce que, écoutez, si vous faites partie du dernier tiers, bien, soit que vous le faites pas, ou soit que, pour reprendre les propos que j'ai entendus, vous vous retrouvez au ministère des anciens combattants, là, mais ça semblait être un avenir un peu glauque aussi. Là. Fait qu'il y a un fond de vérité dans un peu le courant qu'on entend quand même, surtout au début du baccalauréat. Ouais. Ben, comme je te dis, c'est ça. Vraiment, je souhaite qu'on y aille, mais juste pour faire le tour, puis après ça, généralement, on ira avec quelques... J'ai plein de réflexions que j'aimerais sur lesquelles j'aimerais qu'on échange à trois. Mais donc, c'est ça. Le personnage rentre, puis là, vit l'initiation,
traverse ses premiers examens, constate là, quand même que bon, c'est demandant, mais se rend jusqu'à ses premiers examens avec un bon niveau de confiance, limite méprisant envers ses collègues, puis reçoit finalement ses premiers résultats et constate qu'il ne performe vraiment pas autant que ce qu'il pensait qu'il allait faire finalement d'entrée de jeu. Et vit vraiment une énorme douche froide, profonde remise en question. Puis il faut bien comprendre, là, puis ça, c'est pas quelque chose que, en tout cas, du moins, moi, que j'ai vécu dans des universités, mais que là-bas, là, ils ont comme une normalisation des notes et qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment se démarquer pour avoir un bon score universitaire, le GPA. Je ne sais même pas ce que ça veut dire exactement, le GPA en français. Mais qui est bon, une espèce de quater universitaire, là, si on peut dire, l'équivalent. Et donc, c'est ça, le personnage finalement traverse énormément de détresse par rapport à ça et se met à consommer du Concerta en réponse là, pour devoir étudier, en fait pour s'aider à étudier encore plus. Va traverser une crise suicidaire en lien avec ça, s'isole peut-être de toutes les personnes qu'il avait dans son réseau social, notamment sa blonde Aurélie, qui elle est en médecine, puis on décrit la médecine comme la petite bière par rapport au domaine du droit. Et donc le personnage progresse à travers tout ça. Finalement, donc avec le Concerta qui finalement se transforme en modafinil, qui est un autre psychostimulant que les gens utilisent pour étudier, il semble bien, va améliorer son score progressivement durant l'année et donc à la fin va finalement décrocher son stage à la toute fin du livre, mais après avoir finalement à peu près mis de côté tout le reste de sa vie, sauf peut-être son entraînement là, pour avoir des gros muscles et voilà, finalement. Puis une des scènes vraiment, moi je trouve qui parlait, c'est à la fin, c'est que le personnage dit mais j'aurais aimé envoyer un texto à quelqu'un pour dire que j'avais été pris, mais j'avais plus personne à qui écrire mon texte. Donc grossièrement, très grossièrement, voici ce qui se passe dans le livre. Mais voilà, on a la chance d'avoir une avocate avec nous aujourd'hui. Manu. Maître Dorion. mais voilà, c'est ça, tu parlais de la course au stage, tu disais que c'était à peu près 10% des gens qui se lancent. Qui participent à la course, que ça soit ce qu'on appelle une petite course, donc entre 1 et 3 ou 4 cabinets où est-ce qu'on applique, ou une grande course là, qui est 15 à 20 cabinets où est-ce qu'on applique. Là. Toi, tu as fait ton droit à l'Université Laval. Non, tu as fait ton droit à l'Université de Montréal. À l'Université Laval. Tu as fait ta maîtrise. Excuse-moi, excusez, je replace. Mais OK. Donc, tu as vécu est-ce que c'est un contexte qui est déjà différent par rapport à... As-tu des échos par rapport à ce qui est décrit dans le livre, que c'est un univers qui est... un univers ou un milieu qui est différent de celui de... Je pense que c'est quand même relativement similaire dans la mesure où l'Université Laval est une université traditionnelle, entre guillemets. Là. Donc, c'est une vieille faculté de droit avec ses valeurs et c'est une bonne faculté de droit de façon générale. Est-ce que l'Université de Montréal recrute un peu plus... disons, veut pas, Montréal, la région de Montréal, on parle de 4 millions d'habitants. Est-ce que ces 4 millions-là sont willing de se déplacer plus en région à chaque fois? Pas nécessairement. Est-ce que la compétition est plus élevée à l'Université de Montréal qu'à l'Université Laval? C'est possible. Je peux pas répondre là-dessus, mais de façon globale, je dirais que je pense que c'est un environnement qui est quand même comparable. Parce que, puis, il semble y avoir parce que le personnage d'entrée de jeu aussi dit ici, on est à l'Université de Montréal, on n'est pas à l'Université de Sherbrooke où les gens se font à croire que. Tu sais, puis là, évidemment, que c'est le ton très sarcastique de Jean-Philippe Barry-Guerrard, mais c'est quelque chose qui est présent aussi, c'est cette espèce de hiérarchie-là entre les.
Entre les programmes? Je sais pas. Provenant de l'Université Laval, où on vient aussi d'une plus petite ville que Montréal, là, c'est dur à dire. Là. C'est sûr que il y a McGill qui a quand même une certaine réputation avec son programme. L'Université de Montréal, on entend... Bon, est-ce que ça vaut la peine d'être mentionné? Toujours pas nécessairement, là, tu sais... Faites attention aux poursuites, là. Oui, c'est ça. Je pense que... On va se faire... oui, c'est ça, on va se faire... Déjà, 4e épisode, poursuite en diffamation. Exact. Non, c'est ça. Je peux pas me prononcer sur des choses que j'ai entendues sur d'autres universités. Je dirais qu'en général, les universités dites traditionnelles, entre guillemets, je parle de McGill, l'Université de Montréal, l'Université Laval, peut-être l'Université d'Ottawa, en général, ben... les étudiants vont avoir tendance à peut-être tenir le même discours. Il y a d'autres universités où mettre l'emphase plus sur des liens avec la science politique ou des liens avec la communauté qui sont plus forts, plus d'implication. Et donc, le programme est teinté de tout ça. Mais c'est toutes des approches qui sont valables. Puis je dirais qu'au point de vue de la carrière, en général, ça se passe bien. Maintenant, quand on regarde dans les statistiques de la course au stage, c'est sûr que les étudiants... Je suis pas d'accord avec la lecture de l'Université de Sherbrooke, mais il y a certaines universités qui performent mieux au niveau de la course au stage que d'autres. Je vous laisse... Hein? Ils ont une meilleure pharmacopée. Exact. Je vous laisse aller lire sur Droit Inc. Et faire vos conclusions d'une année à l'autre. C'est un vrai... Oui, c'est une revue, là, une revue de droit, là, une revue d'actualité de droit qui présente à chaque année certains gagnants gagnants, guillemets, là, de la course au stage. Là. Donc, on voit aussi leur provenance. Puis donc, toi, tu sais, quand tu as ouvert ce livre-là, que tu l'as traversé, ayant vécu le domaine du droit, tu sais, qu'est-ce que ça évoquait chez toi? Puis d'un, l'as-tu aimé? Parce que, tu sais, Jean-Philippe Berguera, c'est un acteur, il a fait l'école de théâtre, je pense, à Saint-Hyacinthe. Tu sais, c'est pas quelqu'un en droit nécessairement, mais pour l'avoir écouté en entrevue, ce qu'il racontait, je pense qu'il fréquentait quelqu'un en droit au moment où il écrit, ou vous venez de fréquenter, ou bref. Puis il avait comme eu l'idée, en entendant parler de la course au stage, de rédiger là-dessus, puis avait documenté le sujet, puis... Mais il fonctionne toujours comme ça, Jean-Philippe Berguera. Il trouve un sujet, puis il cherche tout ce qu'il peut trouver, il l'analyse de fond en comble pour être certain que ce qu'il va écrire va être juste, que ce soit n'importe quel thème qu'il choisit. Son fameux livre Haute Démolition. Là, sur le domaine de l'humour. Ah oui, puis il a fait... c'est un milieu qu'il connaît aussi. Il en a fait un sur le théâtre, sport et divertissement... sur l'informatique. Son premier, c'était... C'est sur le théâtre. Okay, sport et divertissement. Puis il y a celui-là, le manuel de la vie sauvage sur l'informatique. C'est vraiment bon aussi. Là. Moi, c'était mon premier. C'était la première fois que je traversais un de ses livres. Je sais pas si c'est toujours aussi... c'est très cru, là. Je veux dire, il n'y a pas... je veux dire, on niaise pas avec le... Puis c'est vraiment écrit... mon Dieu, c'est écrit comme on se parle, je dirais, mais très... avec énormément de sens malgré tout, avec des phrases remplies de profondeur, mais vraiment avec un style très, très simple. Si tu l'as entendu en entrevue, le thème qu'il privilégie le plus, c'est tout ce qui est le darwinisme social, la compétition entre les humains. Comment les plus forts vont gagner puis qu'ils vont écraser les plus faibles dans la plupart de ses œuvres. Sa dernière pièce de théâtre, c'est « Vous êtes animal ». Je ne suis pas certaine, il faudrait que je vérifie le titre. Il s'intéresse... Est-ce que si Darwin publiait aujourd'hui son livre sur la théorie des essais, c'est ça, l'évolution, comment que ça serait reçu? Comment que ça serait reçu aujourd'hui? Puis toute une réflexion sur la liberté d'expression, puis les professeurs qui ont perdu leur emploi parce qu'ils ont dit le mot en haine, etc. Là. Super intéressant. Donc, c'est sûr qu'il va toujours aller dans le cru, il va toujours aller dans provoquer, oui, dans son écriture, mais c'est tellement divertissant. Ben, ça se lit vraiment... je sais pas comment ça a été pour vous, mais
vraiment, ça m'a pris 3-4 jours, là, tu sais, puis pas assidûment, là, tu sais, c'est vraiment, ça se lit de bout en bout, puis c'est... Peut-être son côté un peu provocateur fait qu'on reste accroché, aux pages au fur et à mesure que l'histoire progresse, là. Je sais pas comment... C'est un des rares auteurs, il était à la radio, c'est encore cette semaine, ouais. qui a autant un succès critique que populaire. C'est super rare, ça. Soit c'est une œuvre populaire, ou soit c'est juste les critiques puis les profs de littérature. Lui, il y a les deux. C'est super rare. Mais j'ai l'impression qu'il touche quelque chose. J'ai l'impression que Royal, c'est comme une première pierre parce que j'ai lu Haute Démolition aussi, puis je vois quand même une progression dans le développement de la psychologie de ces personnages que je trouve super intéressante. J'ai l'impression qu'il touche quand même quelque chose de concret, de réel, ou des thèmes, des zones sombres un peu de l'humain, qu'on ose rarement aborder avec autant de détails. Trouvais-tu que certains personnages manquaient de profondeur dans celui-ci? Dans Royal, oui, dans le sens où, personnellement, j'ai eu l'impression de... C'est un peu comme je t'ai déjà mentionné, Fred, que parce que c'était une petite grosse allumette, là, excusez, mais tu sais, qui se cache dans la bibliothèque, qui observe ce gars-là avec les pipes, puis le sac à dos, puis le polo à la mode, tout ça. T'avais l'impression que le narrateur, c'était... C'était pas ce gars-là, mais c'était quelqu'un qui l'observe et qui l'observe avec ses idées préconçues ou ce que cette personne-là perçoit de ce gars-là. Mais en même temps, il y a des éléments qui sont quand même... Il y a une cohérence au niveau psychologique, mais on dirait qu'il y a comme quelque chose, puis tu me diras ce que t'en penses, là, Suzanne, mais on dirait qu'il y a comme quelque chose où je me demande, le narrateur, il est où? C'est vraiment lui? Moi, j'ai plein de réflexions, c'est quelqu'un d'autre? C'est que le narrateur, il est dissocié. C'est ça. C'est ce que j'ai entendu dire en fait, on l'a dans le roman, on le voit. Il est dissocié de ses émotions, de ses sensations. Il n'est plus là. Il n'est plus là, il prend trop de drogue. Ouais. Il prend trop de drogue. Mais dès le début, même avant de commencer la drogue... Au début, c'est son narcissisme qui est là. C'est un personnage c'est un narcissique, d'où le titre, Royal. Là, je fais ma prof, là. Royal. Qu'est-ce que ça veut dire, royal? Explique-nous les termes. Le terme. L'enfant roi qui a toujours eu tous de ses parents, puis qu'à un moment donné, s'il y a une moyenne de 88, je pense, je me souviens plus, ses parents lui disent « On va te payer un tuteur. » C'est comme... Puis il n'y a pas de rapport. À un moment donné, il va voir plein de psychologues pour se faire prescrire des psychiatre, pilules. Mais c'est pas clair, hein, si c'est le psychiatre qui lui a prescrit son psychostimulant. Au début, il l'achète à des collègues. Oui, mais après ça, il va s'en faire prescrire. Ouais. Mais à un moment donné, il y en a une des psychiatres ou psychologues, je sais pas, qui va mettre la faute sur les parents. Puis là, son psychologue, ça fait réfléchir, parce qu'effectivement, ce père-là, sa mère... C'est confrontant. Je sais pas. Ce père-là, il est pas là. C'est des parents qui sont médecins, qui sont jamais là. Donc, lui, il a été laissé à lui-même. Puis les seules choses que ses parents lui ont données, c'est de l'argent et des choses. Puis il a toujours eu toutes les choses qu'il voulait. Parce que ça, c'est intéressant. Quand on parlait du livre, je sais plus quand, tu m'avais écrit, ou je sais plus à quel moment, mais c'était en marge, évidemment, de cet épisode. Puis tu m'avais dit, le personnage, c'est une marde. Puis... Moi, ça m'avait beaucoup fait réfléchir parce que j'avais une certaine sympathie quand même pour... Puis c'était une des choses que je me demandais. Est-ce qu'on doit avoir de la sympathie pour le personnage, qui a toujours tout eu, sauf peut-être de l'affection puis des parents présents, effectivement. Puis tu mentionnais son père, il y a une scène dans le livre où je pense qu'il est presque... à peu près peut-être au fond du baril, puis son père écoute la TV ou je sais pas trop, puis son père lui demande hey, comment ça va, mais quelque chose banal, puis en espérant probablement qu'il lui réponde ça va bien. Puis c'est ça qui fait ultimement tout va bien, rien, puis c'est ça, finalement il n'y a jamais probablement eu d'accueil ce personnage-là. Et donc, est-ce que c'est ça?
j'étais quand Ta même... sympathie, tu vas la chercher où? Qu'est-ce que tu trouves sympathique dans ce personnage-là? Ça m'intéresse. Non. C'est plus la pitié. OK. Quelle pitié? Ben, Où tu la vois? pour l'enfant qui a été négligé d'une certaine manière. Pas pour l'agresseur sexuel, pas pour celui qui plante ses collègues, pas pour... Mais il y a quand même une partie de cette personne-là qui est malheureusement devenue un psychopathe, une personne profondément blessée durant... C'est ça qui va dire Jean-Philippe Marie-Grand. On va développer une forme de sympathie pour lui malgré tout ce qu'il fait. Ben, moi, en fait, c'est un des personnages... Parce que un des personnages que je trouvais vraiment intéressant, c'était Aurélie. La blonde Lex, qui devient Lex, malheureusement, du personnage, qui, elle, étudie en médecine. Et en fait, j'avais l'impression qu'Aurélie, c'était un peu le lecteur dans le livre. Mm-hmm. Parce que elle espère toujours un peu de le sauver, puis de lui redonner des émotions, puis de lui redonner, en tout cas, de l'amener à vivre ses émotions, puis malheureusement, elle ne réussit jamais, tu sais, mais ouais, il y avait quelque chose que je trouvais d'Aurélie, de cette sensibilité-là, puis du fait qu'elle voyait clair un peu dans son jeu, en tout cas, ou peut-être même, tu sais, je dis le lecteur, peut-être c'était une forme c'était peut-être Jean-Philippe aussi, là, à travers Aurélie, là, mais ouais, c'était... En entrevue, Jean-Philippe Marie-Grand, il a dit, hein, je ne sais pas si vous l'avez entendu, qu'il a essayé les drogues. J'ai écouté une seule entrevue. Il s'est mis sur le Concerta, il a été capable d'écrire 10 heures en ligne. Il y a un côté très près du personnage. Mais très compétitif, très... C'est ça. Ben oui, c'est ça. Ben, moi, là, on est parti de la psychologie. C'est un gros... En fait, c'est correct, ce podcast-là. Ce n'est qu'une grosse dérape. Peut-être pas, mais disons que... Et il sort de cette dérape la vérité. C'est iconoclaste. Mais oui, là, mon Dieu, même moi, là, en parlant de dérape, j'ai oublié ce que je m'en ai... Oui, on parlait de psychologie, puis on parlait de la dissociation, puis oui, c'est ça. Ben, en entrevue, c'est ça que Jean-Philippe mentionnait, c'était qu'il voyait son personnage comme une personne dépersonnalisée, qui est un symptôme qu'on peut voir effectivement en psychiatrie, de sortir un peu de soi-même, puis de se décrire les émotions comme une personne. Enfin, c'est drôle quand tu parlais justement de la personne qui disait tes mots, mais la petite grosse à lunettes dans le fond de la bibliothèque. On s'excuse pour la grossophobie ici. À nos millions d'auditeurs. Mais c'est exactement ça, finalement. C'est ça, mais là, c'est la petite grosse lunette, ça se trouve être le personnage. Ou en tout cas, selon le vouloir de Jean-Philippe Berry. Est-ce que ça ressort? Est-ce que c'est parfait? Ben, c'est... Non, mais en même temps, il y a des choses... que j'ai... C'est mes post-it bleus là, qui sont très importants. Je suis toujours fascinée quand mes élèves sont bien organisés plus que moi. Oui, parce que je voulais pas oublier certaines affaires. Je me disais à la longueur du livre, puis avec ma mémoire de poisson rouge, c'était préférable de me faire un code. Fermeture de la parenthèse. Là. Il y a un extrait, justement, où il parle avec Aurélie de justement son espèce de profond désarroi de ne pas avoir eu la GPA qu'il souhaitait avoir dans le temps de Noël, je pense, après la première session. Après sa première session, oui. Elle le confronte. Et le narrateur dit « Je pardonne pas l'échec aux autres. Ouais. Je vois pas pourquoi faudrait que je me le pardonne à moi-même. » Et là, moi, en tant qu'ex-professionnelle de relations d'aide, ben là, je vois un problème d'estime de soi, de la honte. La honte, puis la culpabilité, c'est deux émotions qui sont différentes. Hein. La culpabilité, c'est souvent par rapport à un geste qu'on a posé, donc c'est un sentiment négatif qu'on a, mais par rapport à un fait précis. La honte, c'est par rapport à soi. J'ai un défaut, je suis inférieur, je suis défectueux, profondément à l'intérieur de moi-même. Et donc, tu sais, je ne suis pas capable de me pardonner
parce que profondément, je ne suis pas capable d'aimer cette partie-là de moi ou cette chose-là dont j'ai honte. Et donc, il y a quelque chose qui ressort à ce niveau-là. C'est au cœur du narcissisme. Mais j'ai trouvé que ce passage-là, cette incapacité-là de ce personnage-là, il shame tout le monde autour de lui, ou, tu sais, le fif péquiste, le gros carabin qui va finir avec la démence. Tout le monde autour de lui, tu sais, est honteux pour X, Y, Z raison. Puis là, lui, il a pas réussi à la hauteur de ses attentes, et là, il y a comme plus rien. Ça fait juste tout ressortir son espèce de... Puis il va être très violent envers lui-même. Exact. Et envers les autres. Mais d'abord, envers lui-même, il va se traiter de grosses mardes. De lui, j'avais sorti une réplique justement sur cette violence-là. Il se traite de tapette, de connard attardé. Tu es le roi des cons. Tu te détestes. Donc, c'est des mots qu'il se dit à lui-même. Je fais en bon français, un callback à notre dernier épisode qui était sur Tatooine. Voyons. Le début de... c'est pas juste... Ce qu'on respire. Ce qu'on respire sur Tatooine, merci. Puis c'est un personnage qui se détestait profondément, mais à l'inverse du personnage actuel, qui le retournait tout le temps contre lui, tu sais, c'était pas quelqu'un de dangereux, vraiment. Alors que là, on a vraiment affaire à quelqu'un qui l'extériorise tu veux pas constamment. Le rencontrer. Ouais, ou de l'avoir... tu veux pas le rencontrer. Tu veux pas l'avoir comme... Ben quoi, est-ce qu'on aimerait l'avoir comme avocat? Ça dépend à quel point on est dans le trouble. Moi, j'aurais envie de dire. Mais, si on n'a rien à perdre, peut-être. Mais tu sais, il voudrait gagner, là. C'est ça. Mais, tu sais, des fois, il faut... Si on a quelque chose à perdre dans une poursuite ou quelque chose, puis qu'on a plus besoin que ça se règle correct, c'est peut-être pas le... Non, il va aller dans les extrêmes, c'est ça? Mais je le sais pas, là. Je le sais pas, mais... C'est ça. Mais toi, c'est ça, c'est... Puis, Manu, t'as pas fait, donc, la course au stage? Je l'ai faite. Ah, tu l'as fait? Ben oui. Ben ben là! T'as eu un stage! Je n'ai pas eu de stage. Il y a 2 entrevues. Mais oui. Et je l'ai faite un petit peu sans trop savoir. Ça venait plus d'une espèce d'idée de... C'était-tu des grands cabinets? J'ai postulé à différents cabinets pour différentes raisons, un certain nombre. Il y en a qui ne me convenaient pas du tout. Il y en a que c'était peut-être. J'ai pas fait mon droit avec l'idée de faire ça nécessairement. Je pense que ça a transparu, dans certains cas, au stade de la 2e entrevue. Il faut vraiment que tu te vendes, là, comme ils font. C'est impressionnant. Là. C'est sûr, c'est sûr. Faut-tu se vendre à ce point-là? Au point du livre, là, les gens ne voient pas, mais je pointe le livre. Tu sais, je trouve ça quand même particulier, puis tant mieux pour lui qu'il ait réussi à se décrocher un stage en étant aussi dissocié. Ouais. Parce que je pense qu'à quelque part, notre meilleur soi, notre meilleure énergie, on la trouve quand on est connecté à soi-même parce qu'on veut vraiment, tu sais. Fait que tant mieux pour lui. Mais à son entrevue, il a réussi à se ramener... à ce moment-là, c'est ça. À ce moment-là, on dirait qu'il est plus... Oui, oui. Il parle qu'il aime réparer les choses, puis chercher ce qui fonctionne pas. Là, il était vrai. Puis, c'est une projection? C'est réparer des choses? Il y a beaucoup de choses à faire pour se réparer lui-même. Il y a eu un moment où est-ce qu'il a été là. Il y a un moment où est-ce qu'il a lâché le masque, où est-ce qu'il a lâché qu'est-ce qu'il avait préparé, puis il a juste vraiment dit, franchement, tu sais, comme oui, puis je suis là pour gagner, puis je suis là pour transmettre une montre comme celle que j'ai reçue à mon fils. Puis j'aime l'argent. C'est ça. Mais là... Oui, hein? Il faut que ça vienne de toi, puis il faut que tu te reconnaisses là-dedans. Tu sais, moi, je pense que j'ai suivi un peu le courant sans nécessairement... Puis, tu sais, honnêtement, en rétrospective, j'aurais pas mis de l'énergie à faire ce CV-là, mais c'est une autre histoire, puis, là. Mais c'est une des choses... Mais juste avant que... C'est ça. Puis, évidemment, à la page 270, c'est à la fin de l'entrevue. Évidemment, je veux pouvoir payer une Tissot mécanique à mon fils un jour. On va pas se mentir. J'aime le cash. Et voilà. Mais comment sont les... Tu sais ça, tu sais... Parce que, bon, évidemment, moi, je te connais. T'es pas du tout dans le profil du personnage du livre, mais... Je serais curieux de t'entendre sur comment sont les gens. Puis moi, j'en ai vu des gens qui ont fait de la course au stage, puis je viendrai, mais avant tout...
pour toi, ces gens-là qui étaient tes collègues de classe, comment étaient-ils? Puis... Il y en a qu'on pourrait dire de loin, tu sais, qui fitaient peut-être avec le profil. J'ai des collègues parce que tu t'es côtoyais pas... Tu dis de loin parce que tu les côtoyais pas vraiment activement. Oui, c'est ça. Il y en a qu'on sentait que dès le départ, ils étaient dans cette mentalité-là. Mais il y en a aussi qui ont suivi le courant, un peu comme moi. Je me suis inscrite dans la course au stage, qui ont eu des stages. Il y en a qui ont bifurqué chemin parce qu'en fait, ce que le livre ne dit pas, c'est que ton avenir n'est pas tracé vraiment au stade du stage parce que finalement, il y a beaucoup de va-et-vient dans ces cabinets-là. Beaucoup de gens qui commencent leur carrière ailleurs, qui rentrent dans les cabinets parce que c'est vraiment ça qu'ils veulent. Des gens qui font leur stage... Dans les études en droit, tu veux dire? Non, mais parmi ceux qui graduent en droit, qui terminent, ils vont faire leur stage ailleurs. Ils disent « OK, j'ai envie d'aller dans un cabinet », puis il y en a qui rentrent dans les cabinets qui en sortent tout de suite à la fin du stage ou dans les années qui suivent. Fait qu'il y a quand même beaucoup de mouvements, là. C'est pas ta vie, ton chemin est tracé. Où est-ce que je m'en allais avec ça? Je te demandais à quoi ressemblaient les gens... À quoi ressemblaient les gens qui ont des stages. Qui sont dans le... Il y en a de tous les genres, finalement. Il y en a qui sont vraiment là pour la grosse game. Il y en a qui pensent qu'ils sont là pour la grosse game, qui se rendent compte en cours de route que c'est pas pour eux. Puis je veux dire, le personnage les juge d'une manière extrêmement sévère, mais pour avoir connu des gens qui ont changé d'idée... je peux dire que c'est pas du tout le cas. Ben non, mais bien sûr qu'on n'en doutait pas de ça, mais c'est ce que là, faut pas que c'est ça. J'ai juste choisi ceux qui sont là pour la grosse game dans son livre. Oui, non, c'est ça. Mais moi, je voulais que Frédéric lise le livre parce que la grosse lutte, le combat pour ceux qui veulent aller en médecine se joue au cégep. Au cégep. C'est là que la lutte se joue. Puis moi, quand je fais lire le livre au cégep, mes jeunes... C'est un livre qui les bouleverse complètement parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont en train de vivre ça. Là. Mais as-tu vu, parce que, puis même chose, je pose la question à vous deux, avez-vous vu de la consommation de substances pour étudier? Non, j'ai pas vu ça au cégep, moi. Mais je vois pas parce que moi, j'ai jamais rien. À ce niveau-là. Ouais. C'est évidemment qu'ils le font pas dans ta face, là. Ça signifie une ligne de concerto. Il y a beaucoup de jeunes qui sont sur le Concerta, mais de base, là, pour leur TDAH ou peu importe, là. Mais tu sais, de là, il y a beaucoup de jeunes qui je vais entendre des répliques « Je dors pas depuis une semaine, j'étudie, je fais juste étudier, ma vie c'est juste étudier. » Je vais le voir, la voir. « Tu veux rentrer en médecine? » Oui. Tu m'as jamais entendu dire ça? Non, jamais! Seigneur. Puis qu'ils viennent dans ton bureau pour un demi-point. J'ai jamais fait ça non plus. Puis là, la première session, oh là là. T'en as une centaine qui rentrent. Je suis désolé. Je m'excuse. 10 ans trop tard, mais je m'excuse. C'est une centaine qui rentrent, ils veulent tous être médecins. Puis là, ils se rendent compte que finalement, 95%, ils ne le seront pas. Moi, je voulais pas être médecin quand je rentrais au cégep, par contre. Non? Qu'est-ce que tu voulais? Aucune idée. Je pense au secondaire 5, je pense que c'était genre anthropologue. Là, mais qu'est-ce qui a fait que il y a eu un déclic? Moi, je travaillais à la maison des jeunes, dans mon petit village où je travaillais. Puis, en fait, je suis arrivé au cégep, j'avais aucune idée de ce que je voulais. Puis, première session, ça a vraiment bien été. Moi, j'étais à l'école publique, j'étais pas au secondaire. Puis, Saint-Claude aussi, c'est un cégep public, mais à saveur privée. Là. Ouais. Surtout en sciences. Ouais. Surtout en sciences, pas les autres programmes. Peut-être. Puis, c'est ça. Je suis arrivé là, j'avais aucune idée. Moi, mes parents sont pas médecins. Il n'y a personne de médecin dans ma famille, tout ça. Puis, c'est ça. École secondaire dans la campagne. On vise pas haut quand tout le monde autour, sont... c'est pas d'être viséo, nécessairement de viser la médecine, mais en tout cas, peut-être d'un point de vue sociétal de ce qui est entendu, parce que malheureusement, j'ai vu ce qu'il y avait de plus bas peut-être dans mon parcours à certains moments. Mais c'est ça, fait que je suis arrivé, puis finalement, c'est juste, j'ai eu les notes, puis là, c'est là que tout le monde se met à te dire, là, voyons, pourquoi tu t'en vas pas en médecine, si t'as...
l'appel. Mais ouais, c'est ça. Pourquoi tu t'en vas pas en médecine? Puis c'est ça. Puis là, je me suis mis à travailler dans la maison des jeunes où j'avais évolué aussi quand j'étais jeune. Puis on était allé en voyage aux États-Unis durant cet été-là. C'était l'été entre ma première et ma deuxième année de cégep. Puis un jeune a fait une crise d'épilepsie dans un restaurant. Et je venais d'avoir mon cours de premiers soins. J'ai comme prêté main forte, puis je l'ai accompagné à l'urgence. Et là, à l'époque, dans la tête d'un enfant de 18 ans, là je me suis dit, voilà, c'est mon illumination. Je veux être urgentologue. Ce qui est le plus loin de ce qui peut m'intéresser à ce jour comme type de médecine, moi qui déteste l'imprévu, puis moi d'avoir quelqu'un qui arrive en choc à l'hôpital, puis il faut que tu le réanimes, puis tout ça, moi c'est comme la chose qui me rend le plus anxieux sur la planète. Mais à l'époque, c'est ça qui a fait, entre autres, que je suis allé en médecine. Rentré dans le mode « ça me prend les meilleures notes ». Mais c'était pas tant... tu sais, théoriquement, j'ai eu une session que je me suis dit, peut-être que je vais aller en médecine, mais c'était plus l'intolérance de pas atteindre une certaine forme de standard, plus qu'un réel désir d'aller en médecine. Moi, ça n'a jamais été vraiment... C'était plus par rapport dans ma relation avec moi-même qui faisait que je travaillais plus que, tu sais, puis à ce jour, là, mes notes comptent plus vraiment, mais tu sais, j'arrive à des examens, mais c'est bon, j'ai des gros examens qui s'en viennent de certification, j'ai bien que ça soit derrière moi, mais tu sais, c'est ça, c'est un gros travail mais bref, ce qui fait que... Est-ce que tu fais du stress de performance? Ben, du stress de performance... je fais de l'anxiété, pas nécessairement juste en lien avec j'angoisse pour tout et n'importe quoi, pas seulement l'école, tu sais. On s'éloigne, là. Mais non, on s'éloigne, mais en même temps, on touche à l'essentiel. Mais, tu sais, puis elle vient peut-être d'un peu là, ma sympathie avec le personnage, puis j'ai plein de collègues en médecine, moi, que... Puis là, Manu, on t'a peu entendu par rapport à... mais j'ai une question pour elle, après. Mais... j'en ai vu plein des personnages qui sont pareils, comme le personnage principal. Et je les déteste, mais je me réveille pas à nuit pour les haïr, mais tu sais, c'est ça, j'ai plein d'exemples. Mais tu te dis comment, tu sais, ces gens-là, malheureusement, vont devenir médecins réellement. Là. Ils vont être l'interface de la santé pour la population générale. Là, tu sais, Puis là, c'est là que je me dis, moi, en lisant ça, je me dis, mais comment on fait pour aider ces gens-là, tu sais, pour les... Ou en tout cas... Mais c'est le système qui pousse à ce que ces jeunes-là soient mis dans un moule de stress pour atteindre ces standards-là. Mm-hmm. Faut qu'on ait une autre façon de sélectionner les médecins. Oui. Tu vas pas juste sélectionner sur les cotères, puis voyons donc, c'est ridicule. Mais là... Toi, qu'est-ce qui fait que tu t'es levé un matin et tu t'es dit « je vais aller en droit ». Après, aller en travail social, tu sais, qui est peut-être d'un point de vue du spectre de climat, non, mais je voulais dire d'ambiance, d'études, tu sais, valeurs, peut-être. C'est des opposés, des opposés complètement, là. Tu sais, nous, notre président d'association, il était bègue, là. En travail social? Oui, en travail social. Je me disais en droit. Fait que, tu sais, c'était pas du tout la même mentalité, là. C'était comme, hey, vas-y, on t'encourage, tu sais, rise above, là, tu sais, c'est pas la même mentalité. À l'endroit? Non, je veux dire en service social. Mais je veux dire, en service social, mes collègues travail social où je suis m'ont toujours encouragé. Tu sais, c'est comme... ça, mais c'est dans la mentalité, là. On est dans l'anti-compétition, d'une certaine façon, là. Puis tu t'es réveillé un matin. Ouais, puis je me suis dit, non, mais en fait, je voulais déjà, dès le cégep, travailler sur les politiques sociales, politiques publiques. Moi, je m'intéressais à... Transformation sociale? Oui, puis pourquoi les mécanismes de pauvreté? Puis c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait, qui me questionnait. Fait que j'ai choisi le service social un peu d'une certaine façon de me dire, je vais commencer par le terrain, puis je vais commencer aussi par une profession de sorte que si je change d'idée en cours de route, ben j'ai de quoi gagner ma vie, tu sais, d'une manière...
Je choisis un petit peu de la sécurité d'une certaine façon, en même temps, quelque chose qui me donnait les mains sur le terrain, sur le concret. Je viens d'un milieu privilégié. J'ai grandi à Sillery, j'ai étudié à Juste-Marie. Donc, c'est sûr que j'avais... Comme le personnage. Pas comme le personnage, mais en même temps, je viens du même milieu social. Donc, t'as pas la même personnalité du tout. Non, mais c'est sûr que j'avais des croûtes à manger pour comprendre ce qui m'intéressait. Donc, la meilleure façon d'avoir l'opportunité d'avoir un contact, c'était aussi de me retrouver sur le terrain. Et donc, j'ai travaillé dans des organismes communautaires pendant quelques années. Donc, j'allais vraiment... Puis on n'a pas dit comment c'était connu, mais c'était un petit peu une pseudo-mouvance militante. Là. Oui, c'est ça. Le feu, le groupe gay de l'Université Laval, c'est ça. Donc, un peu de militantisme à ce niveau-là. Et donc, c'est dans cette idée-là de travailler sur les politiques publiques, politiques sociales, qu'après ma première session en service social, j'ai vu qu'à l'Université McGill, il offrait de faire ton bac en droit, mais avec une maîtrise en service social intégrée. Donc, moi, je savais déjà que j'allais faire une maîtrise parce que je savais déjà que ça me prenait des études supérieures pour aller vers ce qui m'intéressait. Et là, je voyais que je pouvais avoir le droit. Fait que c'était comme une espèce de compréhension vraiment de la structure de notre société. Là. Le droit, ça touche tous les aspects. Là. Les devis des vices de ton ordinateur sont régis aussi par de la réglementation. C'est fou. Fait que je me suis dit, voilà, tu sais, l'outil que ça me prend. Et j'étais partie travailler 1 an en région, là, dans le Bas-Saint-Laurent. J'étais revenue, j'étais contractuelle au CHU de Québec. Et là, c'était le chômage qui m'attendait à une époque où les baby boomers n'avaient pas encore commencé à prendre leur retraite. Et donc, j'ai été appelée à l'hôpital seulement 13 fois là, pendant une année complète. Là. Une année, je veux dire, entre septembre puis mai. Donc, c'était vraiment le chômage qui m'attendait. Je m'étais inscrite en droit un peu comme backup. Et finalement, j'ai utilisé mon backup. Je suis rentrée en droit, donc c'était un peu pour voir. Et finalement, je suis restée. Puis finalement, je me suis comme réalisé que je suis quelqu'un, quand je commence quelque chose, on dirait que j'ai vraiment, vraiment, vraiment besoin de le finir. Envers et contre tous. Même, une certaine maîtrise. dont une certaine maîtrise qui est suivie. Et voilà. Et donc, voilà comment je suis devenue avocate sans vouloir devenir avocate. Et fait que, voilà. Mais j'ai quand même fait la course au stage d'une façon dissociée, d'ailleurs. Là, mais oui. Oui, mais c'est je savais. C'est parce que là, mais sans trop savoir pourquoi je la faisais, parce que j'allais voir une conseillère en orientation de l'université, elle me disait, fais la course au stage, OK, mais là, est-ce que tu connais des gens qui s'intéressent ou qui font un peu ce qui m'intéresse? Fais la course au stage, c'est toujours ça la réponse. Fait que j'étais comme, coudonc, tu sais. Je me dis, peut-être que je vais rencontrer des gens dans cette course, peut-être qu'il va se passer quelque chose dans cette course-là qui va me donner des réponses. Mais le phénomène, c'est parce qu'il n'y a pas assez de place, il y a trop de place en droit pour le nombre de cabinets d'avocats surtout à l'époque où j'ai étudié, c'était vraiment le cas. Il y avait plus d'étudiants en droit que de places de stage, tout milieu confondu, parce qu'évidemment, c'est intéressant, ça. Il y a beaucoup de cabinets de petite et de moyenne taille qui vont recruter des stagiaires, puis tous les organismes gouvernementaux, les tribunaux aussi, puis ceux-là ne font pas partie de la course au stage. Donc, la plupart des stages sont pas dans la course au stage, mais on sait que à l'époque où j'ai fait mes études, pour parler d'il y a à peu près 12 ans, le discours c'était le premier tiers va bien se placer au niveau professionnel, tout ça. Parce donc, que bien se placer, c'est de travailler dans un grand cabinet. Ouais. Pas nécessairement, non. Fait que premier tiers, on parle de 33 %. Fait que tu te dis, il y a 10 % de la cohorte. Fait que dans le premier tiers, il y a un tiers qui va se placer en grand cabinet. Il y a les 2 autres tiers qui vont aussi être bien placés dans les organisations les 2 tiers du premier tiers. En entreprise ou en petit moyen cabinet ou en organisation publique, parapublique. Ils vont très bien se placer, eux autres aussi. Puis après ça, là, maintenant, c'est un peu plus à cause de la pénurie de main-d'œuvre. OK. Quand on le voit, on se ramène au livre, faire ses stages obligatoires en aide juridique.
C'est ça. Ça, c'est un peu ça. Hein? Comment ils aiment pas ça, puis ils jugent les gens à leur odeur. Ouais, l'odeur! Je trouve ça terrible, ça, moi, comme passage. J'ai une ancienne élève qui, elle travaille comme avocat de la défense, mais pour le gouvernement, la justice. Là. Je sais pas trop exactement. Là. Mais tu sais, il faut qu'elle défende des agresseurs sexuels. Il faut qu'elle défende. Chaque jour, elle a des cas incroyables. Là. C'est quelque chose, là. C'est tout un métier, là, que ça prend tellement de... Dévotion. D'abnégation, en fait. Puis de... Faut que tu travailles pour l'humain qui est là, le plus rationnellement possible, tu sais. Faut que tu laisses aller tes émotions puis tes billets. Ça doit être quelque chose. Quand il est justement en train d'aider les gens, d'aider, c'est vite dit, là, mais de faire acte de présence au tribunal administratif du logement pour donner des conseils. Ou je sais pas si c'est au tribunal ou en tout cas dans peut-être un centre d'aide juridique. Oui, d'aide juridique. Il dit sois altruiste en attendant de devenir un monstre. Il le sait, hein? Il est conscient en plus. Une des choses que j'avais entendues, Jean-Claude Barry-Guerrard parler, puis tu parlais tantôt que c'était quelqu'un de très compétitif aussi, mais bref, je divague un peu, mais une des choses qu'il avait parlé, c'est qu'il y avait beaucoup de gens en psychologie qui lui avaient écrit après la publication du livre pour lui dire qu'il s'était beaucoup reconnu, ou en tout cas, il avait reconnu l'ambiance du bac en psychologie. En psycho? Oui. Aussi, c'est mais au doctorat en psycho, ça a l'air complètement fou. Tout à fait, mais le paradoxe est encore plus grand qu'en droit, parce qu'il s'agit là d'un bac de gens qui sont censés devenir les principaux professionnels de la santé mentale et sont poussés à devenir des psychopathes durant leur bac pour se piler un par-dessus l'autre pour rentrer au obligés doctorat. d'avoir des épisodes de santé mentale. Ça fait peut-être partie du plan là, de savoir c'est quoi finalement le problème de santé mentale. C'est dommage. Ah oui. C'est vraiment dommage. Oui, parce que je vois pas pourquoi ils rendent ça si compliqué. Les besoins sont immenses. Puis étudier la psychologie humaine, c'est fascinant, c'est super le fun. Pourquoi ils rendent ça si complexe? Puis c'est aussi malheureusement que, tu sais, on a plein de diversité. On décompose l'intelligence humaine, on pourrait faire un paquet de sous-catégories, puis ça favorise les gens qui ont une bonne mémoire au détriment des gens qui ont de l'intelligence intuitive. C'est ça exactement. Puis qui est pourtant primordial, l'intuition puis l'empathie, c'est primordial en psychologie, mais tu peux passer à travers puis te ramasser dans le top 10% sans avoir aucune de ces deux caractéristiques-là. Ouais. Mais c'est ça que, tantôt, quand tu disais, tu sais, sélectionner différemment, puis c'est une question, penses-tu que ça prend des espèces d'obsessionnels compulsifs pour... Peu importe là, l'admission, penses-tu que c'est ça que ça prend pour maîtriser des domaines qui sont malgré tout quand même assez techniques puis assez demandants? Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans notre société hyper compétitive, que c'est seulement juste ceux qui ont des tocs qui réussissent. Que ce soit... Au prix de beaucoup de souffrance. Oui, que ce soit les géants de la technologie... en Californie, là, la Silicon Valley, que ce soit en médecine, que ce soit en droit, que ce soit en musique. Tu sais, si tu veux réussir comme artiste, il faut que tu sois comme tellement juste dévoué à ça. Tu peux pas, on dirait, avoir de trouver un équilibre si tu veux aller au top. Il y a quelque chose qui me... Mais ça, c'est une réflexion. Oui, est-ce que je peux me permettre d'être l'avocat du diable? Tellement. Oh! Go, 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 un peu d'action. À la barre, monsieur le diable. Oui, c'est ça, oui. Tu sais, même en droit, il y a des gens qui réussissent justement par le fait qu'on peut passer par d'autres chemins pour se retrouver à nouveau en grand cabinet, parce que finalement, le but du grand cabinet, c'est de faire de l'argent. Donc, il y a un paquet d'aptitudes à ce niveau-là qui se reflèteront jamais sur des notes scolaires. Ces aptitudes-là à embarquer les gens dans des projets ou à aller chercher de la clientèle qui n'ont rien à voir avec la performance très, très cadrée des notes. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un peu plus tard dans leur carrière dans les grands cabinets et qui se retrouvent jusqu'au top
sans avoir passé avec des cotères dérisoires, des cotères, des Tant gibiers. mieux. C'est le fun. Oui, et puis même chose, si je pouvais citer quelqu'un que je connais qui est un pianiste maintenant, quand même assez reconnu de nos jours, là, qui a lâché le conservatoire à 17 ans, qui n'a pas retouché un piano, qui a retouché un piano à 33 ans dans son appartement dans le Myland. C'est Jean-Michel Blais? Oui. Exactement, pour ne pas le nommer. Est-ce qu'il va nous poursuivre en diffamation, lui aussi? Mais qui est probablement, lui aussi, un modèle d'anti-obsession, mais qui est revenu. Là. Donc, pour les non-obsessifs, ne perdez pas espoir. Mais son obsession peut-être juste merveilleuse. Oui, peut-être. Ben, il y a un moment, il faut passer un nombre incroyable d'heures à faire quelque chose. Mais ce quelque chose-là n'est pas obligé d'être toujours dans les cadres qui nous sont imposés ou nommés dès le départ. Là. Petite touche d'espoir pour ceux qui ne fitent pas dans ce tempérament. Des fois, j'ai beaucoup d'espoir. Des fois, je me dis, mon Dieu, pourquoi je fais pas partie du spectre? Il me semble que j'étais sur le spectre, je serais plus performante. Tu le vis vraiment? Des fois, oui. J'aimerais ça être plus stocké sur quelque chose pour réussir quelque chose plus profondément. Moi, j'ai beaucoup apprécié trop diversifié. t'avoir comme prof, mais... J'avais-tu l'air d'avoir un toc? Non. Ben non, puis justement, il y avait de quoi de réfléchir. Je te l'ai déjà dit dans mon éloge du premier épisode qui remonte à il y a presque 1 an. Ouais, mais j'aurais pas voulu être prof dans la vie, moi. Non? Ben non, je voulais être artiste. Ah ouais? Ben oui. Ben oui. Ouais. Il y a combien de profs qui sont des artistes manqués? Ben, il y a des médecins aussi. Oui, hein, beaucoup de médecins aussi. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Mais il suffit de l'être, mais en même temps, ça veut pas dire que tu vas avoir de la reconnaissance pour ça. En tout cas. Non, c'est ça. C'est ça. Hey, là, on s'éloigne. C'est intéressant parce que dans nos épisodes précédents, on était plus proche du livre, mais il y a quelque chose de très symbolique, je pense, dans ce livre-là qui va chercher finalement, qui va appeler directement l'expérience qu'on peut avoir vécue dans un parcours ou dans une société, effectivement, qui est très demandante. Il y a quelque chose que notre avocate a dit qui va nous ramener au livre directement. Tu veux dire, ok, ce soir. Elle a dit, j'ai l'impression que dans Royal, l'écriture était moins achevée que dans Haute Démolition, par exemple. Puis ça me trotte dans la tête depuis tantôt, puis je pense que je sais pourquoi. Royal, c'est très expressionniste. Il nous en met plein la gueule, autant dans la violence des mots que la violence des actions. Mm-hmm. Comme j'ai eu à réenseigner, puis là, j'étais comme tannée des scènes ça vous a Il y a des viols. Ouais? Oh, moi, oui. Je oui. suis capable. Ouais. Moi, oui. Capable. Là, je veux juste pas perdre mon idée de base, mais je vais faire un aparté ici. Dans le sens qu'il faut que je le montre aussi à mes étudiants, leur expliquer que quand la fille bave et qu'elle peut pas respirer, c'est un viol. Parce qu'ils s'en rendent pas compte. Tu sais, ils sont tellement habitués dans une société pornographique où la femme est objectifiée. Puis là, je dis, non, mais c'est des viols, gang, là. C'est vraiment des viols. Puis la manière que la fille réagit, là, de pas vouloir avoir l'air complètement effondré après l'acte, c'est une défense de l'ego qui est tout à fait normale, mais elle vient d'être violée, puis elle a certainement pas aimé son expérience. La dernière fille qui le viole, elle le frappe, elle se débat, elle essaye de se déprendre de lui. Puis après ça, elle essaie de se recomposer, mais c'est normal. Et tout le monde est sur une défense là, de dire tu veux sauvegarder ce qui te reste de dignité, donc tu veux pas t'effondrer devant la personne qui t'a humilié, mais ça reste un viol. Absolument. Et ça m'amène à... Dans Haute Démolition, il va toucher ces thèmes-là aussi, du moi aussi, des agressions, mais ça sera pas autant expressionniste. Il n'y a plus besoin de beurrer épais pour nous le faire comprendre, parce que son écriture va aller plus en profondeur, comme tu disais, pour effectivement, éviter de nous mettre ça. Là. Mais il y a de quoi de vulgaire un peu, des fois, dans le livre. Tu sais, que tu te dis, bon, ça n'a pas la finesse de... Ça passe quand même. Ben oui. Mais non, c'est un excellent livre, mais... Je dirais pas vulgaire, mais je dirais violence portée à l'excès qu'on n'aurait peut-être pas besoin d'avoir autant. C'est sûr que à un moment donné, ça fait comme, bon, OK, 1 fois, 2 fois, 3 fois, t'es comme là, c'est assez. C'est la répétition aussi. Là.
Mais c'est peut-être ça. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Mais, ouais. Puis là, pour revenir à la scène du fameux... La fameuse scène du viol, effectivement, avec une jeune qui est mineure, hein, puis qui nous répète... Oui, mais elle contrôle quand même. Je l'aime bien, moi, ce personnage-là. Qui est très complexe, d'une certaine manière, ou très voilé, du moins. C'est un miroir. Oui. C'est une jeune fille qui veut faire comme lui. Elle dit, moi, je veux faire la course encore plus ambitieuse que lui, d'une certaine manière. Tout autant. Qui fréquente les cabinets dès l'entrée, qui est comme déjà organisée, elle sait déjà où elle s'en va. Mais... Sauf qu'à un moment donné, on se rend compte, son chemin fait en sorte qu'elle fait tout comme les hommes. Mais à un moment donné, elle se rend compte qu'elle ne peut pas être un homme. Puis elle se fait violer. Ce qui serait jamais arrivé au personnage masculin. Ça fait réfléchir. Mais le personnage le présente toujours comme un jeu, tu sais, pour lui, vraiment, pour s'auto... en tout cas, le rationaliser peut-être autrement ou se dédouaner complètement, tu sais. Mais effectivement, tu sais, comme vous l'avez si bien dit, c'était des réactions tout à fait... qu'on peut rencontrer dans un contexte de viol, tu sais. Des mécanismes de protection, oui. Ouais. Parce que la première personne de qui tu te protèges, c'est un peu de toi-même, d'une certaine façon. Hein. Tu veux pas sortir de ce genre d'altercation-là, caquet complètement à terre non plus. Là. Fait que c'est normal, la réaction, mais tu te dis, crime, mais elle s'est fait étrangler, elle s'est débattue. Pas vrai qu'elle était consentante. Là. Elle a voulu jouer le même jeu que lui. C'est ça. Malheureusement, il y en a un qui est plus fort. Ouais. On se ramène au thème de compétition, du monde de l'animalité, les plus forts qui remportent sur les plus faibles. Mais moi, c'était une des choses vraiment qui... Puis j'ai pas réussi à trouver la réponse en le relisant pour me préparer, même si ça paraît pas à l'émission. J'étais comme, mais qu'est-ce qu'il veut nous dire, tu sais, ultimement, Jean-Philippe Barrière? Il essaie-tu juste... Puis j'espère que non, mais probablement pas. Mais il essaie-tu juste d'être vulgaire, tu sais, ou quel est le message réellement qui essaie de nous transmettre? Moi, je le mets dans la lignée de tous les grands pessimistes, là. Ouais. De Sioran, de plein d'Arochefoucauld, à la rigueur, plein d'auteurs au fil des siècles qui vont juste nous montrer que l'être humain... Le côté sombre de l'être humain, puis qu'il n'y a pas d'espoir. Ça achève notre histoire, là. Ça achève. Il n'y reste plus beaucoup. Mais tu le sais, tu travailles avec tous les bouleversements climatiques, les guerres. Là. C'est bien le fun d'avoir de l'espoir, mais quand tu es un pessimiste, j'ai eu des phases pessimistes où je faisais juste lire des pessimistes. Mais là, des fois, j'ai besoin de lumière. Puis là, c'est ça. Jean-Philippe Bérigard, il t'amènera pas de lumière. C'est pas ça qu'il veut faire. Il n'est pas là pour ça. Il est là pour te montrer le côté sombre de l'humain. C'est ça qui l'intéresse. Le jour où il va écrire quelque chose de lumineux, je pense qu'il n'est pas encore arrivé. Il va peut-être arriver. Là, bon, mais... je souhaite. Bon, en tout cas, je sais pas. Parce que encore une fois, en entrevue, quand je l'entendais, c'est qu'il disait qu'il traversait une phase très sombre lorsqu'il écrit ce roman-là, ce qui n'est pas très dur à croire. Il l'écrit très bien par rapport à la déconnexion du personnage et son envie de mourir, mais que c'est un peu dans le même esprit que le personnage qui l'a écrit, ou en tout cas, peut-être je souhaite de ne pas avoir été aussi psychopathe, mais que c'était qu'il a eu lui-même des idées suicidaires, puis une phase très sombre, puis qu'il avait écrit le roman assez vite, mais en quelques mois, et que et puis donc, effectivement, cette absence de lumière-là, possiblement qu'elle transparaît, en fait, l'absence de lumière que lui-même ressentait durant la rédaction. Peut-être en fait... Puis tu dis, ta question de base, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire avec ça? Ben, il veut dénoncer une situation qui est intolérable. Cette compétition-là, cette façon de faire, cette façon d'agir entre humains, pourquoi qu'on continue d'accepter ça? Il n'est pas là pour nous faire la morale, il est juste là pour nous dire, regardez comment ça se passe, t'en penses quoi? On laisse ça aller? Il ne montre pas la clé pour se sortir de cet état-là non plus, parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui lisent ça, puis c'est un peu décourageant. Qui pensent, moi, je suis pas capable de me pardonner mon échec, je suis pas capable de le pardonner aux autres, qu'est-ce que je fais? Comment est-ce que je fais pour me sortir de cette espèce d'état-là? Je pense que les gens qui sont dans cet état-là lisent pas. Non, mais moi, je lis beaucoup de littérature... De santé, bien-être et tout, comment s'en sortir. Ah ouais, c'est intéressant. Ça me fait du bien, moi, de lire des choses qui sont sombres comme ça. OK. Parce que
dans la vie, le message, là, les messages qu'on entend actuellement dans l'industrie du bien-être, là, c'est soit rempli de gratitude pour tout, sois heureux pour tout ce que t'as, dis merci tout le temps. Ouais, mais des fois, là, t'as pas envie. Il faut que tu trouves un équilibre. Tu peux pas toujours être ça se peut pas. Ça se peut pas. Ou en tout cas, du moins, sans se piler dessus profondément. Oui, c'est ça. Puis il s'est passé quelque chose de vraiment trippant cette session-ci avec ce roman-là. J'avais un étudiant qui est en échec. Il fait rien à l'école. Puis, il n'a aucun goût d'aller à l'école. Puis il me faisait quand même du trouble dans la classe. C'était pas le fun. Il a lu ce roman-là. Choc. Le choc qu'il a eu, c'est comme, mais pourquoi il se force autant? Tandis que moi, je fais rien. Mais il a fini sa session, puis il a passé à 60. Jamais j'aurais cru qu'il aurait passé le cours. Il est allé faire une dissertation finale à 70, pas de faute, quand il se faisait rien, qu'il avait manqué un cours sur 3. Il aimait pas ça aller à l'école. Puis là, c'est comme si le livre l'a comme réveillé du genre, finalement, faudrait peut-être que je me force. Peut-être pas autant que lui, mais juste pourquoi j'ai la flemme autant que ça à rien faire. Ben, c'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que c'est une belle passerelle pour apprendre, pas pour apprendre à lire, mais pour embarquer peut-être dans la lecture et la littérature. Ça se lit vraiment facilement. Puis tu le mentionnais, tu disais que c'était moi, franchement, j'ai pas regardé les statistiques de vente du livre, mais c'est son deuxième roman, je pense. 2 ou 3e, bref. 3e. Mais quand même, tu sais, puis c'est ça se lit de bout en bout, c'est facile, mais malgré tout, il y a des phrases tellement qui sont pleines de sens puis qui sont lourdes, tu sais, de symbolisme, merci, significativité, mon Dieu, mais de symbolisme, tu sais, puis partout pendant le livre, en fait, et donc, pour un étudiant, justement, qui... Le thème principal que j'analyse avec vous, c'est, comme je te disais tantôt, probablement qu'on ne parlera pas de suicide. Est-ce qu'on en a parlé? Ça fait 1h15, on n'a pas parlé de suicide. L'exit bag, connaissez-vous ça? Oui, c'est ça. Non. Quand on est au cégep, on étudie, vous vous rappelez certainement, l'existentialisme. Ben oui. Albert Camus et compagnie. Ben moi, je leur fais ça ma question. Montrez-moi que le personnage vit une crise existentialiste dans un monde absurde. Sauf que là, contrairement à Camus, Camus, il donne des clés pour t'en sortir, trouver du sens. Lui, il te laisse. Ben, en fait, les clés, c'est l'omniprésence des marques. Dans le, tu sais, finalement, les clés, non, mais quand je te parle plutôt de clés, toutes les mauvaises clés qu'ils nous donnent, ultimement. Non, mais je cherchais une clé justement pour trouver un sens à la vie. Parce que lui, c'est juste des plasters, tu sais, mais ultimement, pour le personnage, c'est présenté comme des clés quand même, tu sais. Mais il reste enfermé dans l'absurde. Oui. À la fin, c'est comme tout son cycle recommence. Bon, maintenant, tu es accepté. Mais il va falloir que tu fasses ci, il va falloir que tu fasses ça, il va falloir que tu fasses ci. Il retourne dans sa spirale d'absurdité. Il n'a pas trouvé le sens à la vie, lui, là. Il ne trouvera sans doute jamais. Penses-tu? Mais il y en a combien, tu penses, qui meurent sans avoir trouvé un sens à tout ça? La plupart d'entre nous. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça, moi, j'ai l'impression, des fois, j'ai l'impression qu'il y a un petit bout qui manque. Ou je sais pas, il y a... Mais tu peux te dire, quoi, moi, je veux pas être comme lui. Non, je veux pas être comme lui, mais j'ai l'impression qu'il est pas complet. Tu sais, j'ai l'impression que même s'il est vide comme personne, il manque quand même un morceau. J'ai quand il même manque un cœur. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est pas lui là, le narrateur. J'ai l'impression qu'il c'est ça, il y a comme sa perspective à lui, il y a comme un morceau qui est comme manquant, il y a comme quelque chose, une partie de ses pensées qui nous est absente ou ses réflexions, ne serait-ce que j'ai envie de m'acheter un paquet de gomme ce soir, mais il y a comme quelque chose de dire OK, quand il est pas focusé sur sa cote terre ou son... Il pense à quoi? Finalement, c'est qui, lui? Là? Je veux dire, parmi c'est toutes vrai Il pense juste à ça. Ouais, mais ça se peut-tu? C'est la vacuité. Ça se peut-tu? Je sais pas. Oui. Je pense que oui. Ouais. Je pense que ça se peut. Tu parlais d'obsessionnel compulsif. Ben, obsessionnel. Je veux juste dire que je n'ai pas de diagnostic puis que je peux pas parler pour ces gens-là de ce point de vue-là. Tu sais. Puis évidemment, il y a la différence entre la personnalité, le trouble de la personnalité et le trouble obsessionnel compulsif. Le narcissisme aussi. Oui. Excuse, ta question, c'était...
Ah non, j'avais pas de Qu'est-ce qui... question. Excuse, j'avais mal... Que c'était, on se demandait s'il pouvait juste ne penser qu'à ça. Ouais. Ben non, ben oui, c'est ça. Ben effectivement, ben... Comment? Ben oui, non, mais j'allais dire, évidemment que quand on est dans des moments... puis évidemment, je suis pas en droit, j'ai jamais consommé, je suis pas dans ce même pattern-là, pas exactement, en tout cas, du moins. Il vient des moments où ça prend énormément de place, ces choses-là qui... Comme toi, pour les prochaines semaines, il va y avoir pas mal une chose dans ta tête. Ben, en fait, l'examen, je l'étudie depuis... C'est un examen que je passe en avril et mai, et je l'étudie depuis juillet. C'est dégueulasse, là, tu sais. Mais... Est-ce que tout le monde fait ça? Oui. Ah oui, hein? Oui. Puis... Mais t'as le temps de faire des podcasts. Ben non, mais tu sais, évidemment, puis je continue à aller faire du ski, puis je parle à des gens, puis mais je parle à des gens. Chaque minute, non, pas chaque minute, j'exagère, mais c'est sûr, tu sais, j'ai un agenda, puis ça me stresse de pas avoir étudié l'heure que j'étais censé étudier la journée, que finalement, il y a quelqu'un qui m'a appelé au téléphone, puis j'ai pas pu étudier, tu sais, puis tu sais, c'est voilà, puis, tu sais, moi, j'ai déjà rencontré un médecin, c'était un médecin qui était censé, mon Dieu, nous suivre pendant notre parcours, puis je disais, des fois, tu sais, j'ai de la misère à me concentrer, tout ça, puis il me dit, ben, ça te prend, tu sais, tu dois avoir un TDA, tu sais. Tu sais, il voulait te ben, il pouvait pas me le prescrire, parce que c'était pas mon médecin de famille, c'était pas, mais c'est un médecin qui t'accompagne, qui est censé comme être comme la personne qui te fait grandir. C'était au début de ma médecine, ça, malheureusement, les 5 premières années. Puis là, je suis rendu à 10e, mais c'est une personne qui m'a suivi pendant tout ce temps-là. Puis, c'est ça. Lui, tu sais, je disais des fois, j'ai la misère à me concentrer, mais tu sais, quand tu travailles 9 heures dans ta journée, ça se peut que rendu le soir, tu n'aies plus trop envie de ça, tu sais. Puis lui, il disait, déficit fonctionnel, tu sais, déficit fonctionnel, il faut traiter. Tu sais, c'est ça, là, tu sais. Puis, fait quand tu es entouré de monde comme ça, puis évidemment, on est triés sur le volet, malheureusement, aussi pour rentrer, eh ben, c'est envahissant facilement, tu sais. Mais j'aspire à mieux, un jour. Quand j'aurai fini, puis qu'il n'y aura plus personne. Quelques semaines. Tu veux dire d'ici à l'examen? Oui. Ben, ouais, début avril. C'est ça, quelques semaines. 2 mois. 8 semaines. Ouais. Ouf, dis-moi pas ça me... je vais te stresser, excuse-moi. Mais... Est-ce que tu veux finalement parler du suicide? Par rapport au roman? Oui. Mais il y a une chose juste avant qu'on aille sur le suicide, il y a une chose qu'on n'a jamais su. As-tu vu, Manu, des gens consommer dans le programme pour étudier? J'ai pas été témoin de ça. J'en ai entendu parler. Okay. Surtout, ben pas à l'Université Laval parce que les notes sont pas mises en courbe. Là. C'est ça, hein? C'est pire à l'université. OK. C'est pire dans les universités où les notes sont courbées, c'est-à-dire qu'on fait une courbe de gaz. Ouais. Donc, plus tu t'éloignes de la moyenne, plus ton GPA est fort. Donc, si tout le monde est fort dans ta classe, ben... Avec les cotères, là. Oh oui, ben c'est tous les cégeps du Québec. C'est le seul que je connais. À l'Université Laval, les profs sont sommés de maintenir leur moyenne autour de B, B+, là, mais c'est pas une courbe normale, là, ce qui fait que tu peux avoir un peu plus d'étudiants forts qui se démarquent des autres, qui vont quand même tous se ramasser avec une belle cote. En tout cas, fait que la compétition, elle est moins... il y a moins d'associations directes, il y a peut-être un peu moins de consommation. J'en avais entendu plus parler d'une amie... Mais en même temps, Ben, c'est ça. Moi aussi, tu sais, Suzanne, tu me mentionnais, moi aussi, c'est sûr qu'en médecine, il y en a eu d'autres. Il y en a eu qui l'ont fait, mais moi, je n'ai jamais... Mais tu sais, je suis un peu naïf, là, mais je n'ai jamais entendu parler comme... C'est quelque chose qui se fait aussi dans l'intime? Ben, bien sûr, c'est ça. Puis j'étais pas, tu sais, c'est ça. Ben, c'est ça, tu te tenais pas avec ces gens-là... Non, puis si je peux mettre un bémol pour les éventuels auditeurs, là, de faire attention. Et auditrices, oui, c'est ça, mais auditeurs avec un E majuscule et un S.
Faites attention, parce que si vous consommez trop de psychostimulants, vous allez être gelé. Puis une fois que vous êtes gelé, vous n'êtes pas capable de vous souvenir de ce que vous lisez. Donc, voilà. Fermeture de la parenthèse. Oui, moi, je sais pas comment tu fais, mais bon, écoute. Who knows? Est-ce que moi, tu veux dire que je traverse ça? Non. Comment tu fais pour prendre autant de drogue et étudier? Je suis pas capable de m'imaginer ça 2 secondes, mais c'est ça. Mais je pense que ça peut être un danger d'idéaliser ces drogues-là. Là, dans les... Non, oui, c'est clair. Puis justement, le moment où il pense au suicide, c'est juste dans le milieu. Là. Ouais. Quand il prend des drogues beaucoup. C'est là que ça se passe. Puis c'est des effets secondaires. Ben, je pense... Possiblement. Ouais, c'est des effets secondaires. Puis... Que le suicide, c'est un effet secondaire? D'avoir des pensées suicidaires. Ben, je pense pas. Des effets secondaires des drogues. Je pense que la drogue libère un sentiment qui est profondément à l'intérieur de lui, qui peut-être inhibe les deux. Profondément. Tu peux être quelqu'un de suicidaire à la base, mais sinon tu peux avoir jamais eu de pensée suicidaire, mais en prenant ces médicaments-là, tu vas développer des pensées suicidaires. De nulle part, tout va bien dans ta vie, tu deviens suicidaire du jour au lendemain. Si tu prends beaucoup de ces drogues-là, ben c'est ce que les psychologues du livre disent, là. Les psychologues. Tu peux pas expérimenter. Ben, c'est-à-dire... Ben, c'est toi le médecin, vas-y. Ben oui, je suis vraiment pas. Mon Dieu, on rappelle aux auditeurs et auditrices que je suis médecin en santé publique, donc, en tout cas, pas encore médecin en santé publique, mais je le serai, donc pas du tout habitué à prescrire des psychostimulants, mais en tout cas, j'ai pas le souvenir que c'est... Tu sais, évidemment, tout stimulant pris à haute dose, ça peut te dérailler un cerveau, là, mais de toutes sortes de manières. Des fois, c'est des gens qui ont plus aussi des délires ou des hallucinations, là, mais... Ouais. Ben... Je pense que... Je pense qu'on boucle la boucle. Oui, on va boucler la boucle là-dessus, mais faites attention, il y a des effets secondaires à ça, effectivement. Maintenant, est-ce que ça mène au suicide? Je pense qu'il y a aussi un fond du personnage, mais c'est sûr qu'il ne s'est pas aidé. Il s'est pas aidé. Mais parlant, on revient au suicide, parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé. Quand tu l'abordes avec tes élèves, c'est-tu quelque chose, toi, qui t'inquiète? Non, parce que justement, il y a les traumas avertissements. Puis ce personnage-là, je l'aborde toujours la question en disant sa menace de suicide, je l'associe à son narcissisme. Il a tellement peur de l'échec, il veut tellement pas ne pas réussir, que le suicide, c'est juste une fuite. C'est juste une fuite. Mais ça banalise un peu quand même. Mais dans ce personnage-là, la fuite, puis tu penses qu'il le ferait jamais, toi, c'est ça? Non, je pense pas. Ah ouais? Je pense pas. S'il avait pas eu sa course au stade... Il s'aime trop. Mais je pense pas je pense qu'il se déteste profondément. Mais non. Il aime tout ce qui... C'est intéressant, ça. Il s'aime il aime son corps, il aime comment ses chemises tombent sur lui, il aime l'image qu'on projette de lui, il s'aime lui, et il ne peut pas accepter l'échec. Fait que pour ne pas perdre la face, il est mieux plus être là. Mais s'il y avait eu... Parce que, tu sais, le personnage... Tu sais, Jean-Philippe Bergère peut écrire ce qu'il veut, mais un personnage comme ça pourrait ne pas réussir aussi. Puis je serais curieux de savoir, parmi ceux qui performent de même, ceux qui prennent la drogue, si ça les aide vraiment, vraiment, tu sais. Comme, mettons, qu'on faisait une étude, puis que vraiment les gens étaient honnêtes, là, ce qui malheureusement n'arriverait pas, mais... qui sait, s'il n'avait pas eu son stage, mettons, qu'est-ce qu'il aurait fait? Oui, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais... Avec ce qui est écrit là... Puis moi, j'ai une lecture du narcissisme qui est différente, mais qui sauve tellement de la honte, là, d'une image négative de lui, qui préfère penser au suicide que de faire face à la possibilité de ne pas être un performant, finalement, parce que pour lui, c'est comme faire face à une médiocrité à laquelle il ne sent pas qu'il y a des... Il sent pas en fait, il a juste jamais considéré qu'il pouvait être médiocre. Donc, c'est comme une peur de dire, mais si je suis médiocre, je ne vaux rien. Je suis une tombe merde. de son piédestal. Donc, il n'y a pas d'estime de lui-même. Il ne s'aime pas, lui, vraiment profondément. Il n'y a pas un compas à l'intérieur de lui. Il est juste en train de fuir. Il est juste en train de
de garder la tête hors de l'eau, mais tu sais, est-ce qu'il se suiciderait ou pas? Peut-être qu'il ferait une tentative, qu'il se réveillerait, puis que peut-être qu'il apprendrait dans... Je sais pas. Moi, je laisse le point d'interrogation, parce que peut-être, là, ouais, mais... ça donne des belles discussions, parce que justement, je pose la question, est-ce que vous pensez qu'il va se suicider? Oui, non. Puis là, ça ouvre le débat à plein de belles discussions puis de réflexions. Et là, on peut plugger le 1-866 appel, exactement. Oui, ou le 988 si ça a été mis en place. Puis tu es en fin de session, puis tu ressens de l'anxiété, puis tu as des pensées, tu laisses pas ça aller. Ouais. Puis c'est drôle parce que le moment le plus compétitif que j'ai traversé, c'était peut-être le cégep, mais c'est vraiment en médecine que j'ai eu le plus de mal-être que... le cégep, c'est assez court, hein, mais... Oui, c'est sûr que 2 ans, contrairement à 10. Puis l'environnement social était beaucoup plus positif au cégep, malheureusement, versus la médecine où je me suis retrouvé avec plein de gens comme moi, tu sais. Puis, alors que moi, tu sais, j'ai des amis médecins, tu sais, mais je n'ai assez peu, là, finalement. J'essaie de conserver des gens de d'autres domaines, là. Mais, bref. Pourquoi ces gens-là, est-ce qu'ils t'apportent un stress davantage? Ben, tu sais, non. C'est plus que on fait le tour. Si toute ta vie, ce n'est que la médecine, moi, je suis allé dans des... C'est ça, quand les parallèles, moi, que je trouve fantastique avec le... Je suis allé dans des parties que les gens sont incapables de parler d'autres choses parce qu'ils définissent leur vie par la médecine, puis des parties d'amis, que là, c'était pas moi qui avais sélectionné, disons, les gens, que là, c'est la grosse conne d'infirmière qui a pas... tu sais, vraiment du gros mépris, tu sais. Puis... Ah, mon Dieu! Puis même chose, j'ai un ami qui a fait, lui, la course au stage. Un ami, en tout cas, du moins, que je connais depuis très longtemps, qui a fait la course au stage, puis que j'étais allé, il m'a invité, puis moi, j'avais pas encore lu le livre, j'avais aucune idée c'était quoi le domaine du droit. Il m'avait invité à un party avec ses amis de droit, puis c'est ça, tout ce que ça parlait, c'était avec qui il voulait coucher au travail, le nombre d'heures qu'il faisait, le salaire qu'il faisait, les grands restaurants, toute la superficialité du livre était présente dans ces conversations-là. Puis il y a ça en médecine qui fait aussi que moi, tu sais, on rentre en médecine, on a la cérémonie des sarraux là, qui nous remettent notre sarrau, puis là, on est tous là à réciter le serment d'Hippocrate, le fameux médecin grec, puis, mais tu sais, ils sont là, les violons, les petites bouchées, puis ils nous disent à quel point on est incroyable, puis qu'on est l'élite de la société, tu sais, un peu exactement comme au début du livre, puis, tu sais, tout de suite, j'ai eu un profond dégoût, moi, puis ça a fait que j'ai fui un peu. Mais tu sais, j'ai trouvé d'autres personnes qui pensent un peu plus comme moi. T'sais, on est 230 par cohorte. Fait que, ultimement, c'est pas 230 personnes désagréables, narcissiques, mais ouais. C'est quand même plusieurs parallèles malheureux, puis ça revient à la question de est-ce qu'on peut aider ces gens-là, tu sais, puis où est-ce que, tu sais, parce que malheureusement, on n'a pas le choix de les côtoyer dans la société. Tu sais. Surtout si on est malade. En plus, puis le milieu médical, qui est puis ça, je pense qu'on en a peut-être déjà parlé dans un autre épisode, mais qui est la confrontation entre... Puis le milieu du droit, c'est pareil, en fait. C'est la confrontation entre la misère humaine, parce que les gens qui se retrouvent judiciarisés ou les gens qui se trouvent médicalisés, c'est les gens qui ont le moins de... les plus démunis, les plus vulnérables, les plus à risque de tout, de plein de choses. Puis les gens qui sont censés les accompagner là-dedans, que ce soit les juges ou les avocats, ou que ce soit les médecins, les chirurgiens, le reste du personnel de santé est généralement mieux que nous, là, mais ce sont tous des gens qui proviennent généralement de milieux très aisés, puis qui ont une déconnexion complète, finalement, de la réalité de ce que ça peut être... la misère, finalement. On parle beaucoup ces temps-ci de subventionner les subventions des universités, à quel point les universités sont sous-financées. Puis... financer la médecine. Non, mais c'est ça, mais c'est parce que là, on se disait, justement, les programmes de médecine, les gens devraient payer plus, par exemple, pour entrer en médecine. Mais si on fait ça, ça va venir comme...
Ça va faire en sorte que ça va être juste les familles riches qui vont Ben, pouvoir ça l'est y aller. déjà. Puis Ça l'est déjà. Donc, imagine si ça l'est déjà, tandis que là, il y a encore des chances. Tu te disais de toi-même, moi, je viens de la campagne. Ouais. Mais j'ai des parents qui sont quand même allés à l'université et tout. Là, oui, mais là, ça va être encore pire si on décide de faire ça. Le fait qu'il y a une espèce d'abordabilité encore fait en sorte que n'importe qui, entre guillemets, peut se présenter. Mais si on se met à exiger davantage, ben là, on continue à creuser les inégalités. Puis toi, tu travailles, justement, hein, c'est quelque chose qui t'intéresse, cette pauvreté-là et tout, là, ces systèmes-là qui encouragent la pauvreté. Ah, sujet d'un autre podcast. C'est le même système qui encourage la compétition en droit, parce qu'un étudiant en droit, ça coûte rien à former. Rien besoin d'un tableau, d'une craie. Beaucoup moins cher qu'un étudiant en médecine. Ça coûte rien, c'est dans les moins chers avec les sciences sociales, là, ça te coûte un tableau, une craie. Que les étudiants achètent leurs propres livres, là, écrivent leurs papiers eux-mêmes. Puis c'est une des raisons pour lesquelles il y a une quantité phénoménale d'étudiants en droit qui sortent à chaque année, d'où l'intense compétition à l'intérieur de la faculté de droit pour avoir une des quelques places, ce qui n'est pas le cas en médecine. La médecine est très contingentée. Il y a un intérêt des universités et du corporatisme médical à ce qu'il n'y en ait pas trop, parce qu'évidemment, s'il y a une rareté, vous avez le gros bout du bâton pour négocier vos conditions. On prend la population en otage constamment. C'est ça. Mais là, en tout cas, il y a quand même un phénomène comme ça qui se produit. Puis, tu sais, je veux dire, il y a l'université de ce côté-là aussi, parce qu'eux autres, ça leur coûte extrêmement cher former des étudiants en médecine. Ils se financent avec leurs étudiants en droit. Parce que, non, mais c'est vrai, mais par tête d'étudiants, le gouvernement, il paye... Puis en littérature. Oui. Mais il y en a de moins en moins, malheureusement. Mais, tu sais, une des choses que tu parlais de tarification, mais c'est une tarification sociale que ça prendrait, peu importe le programme dans lequel tu rentres à l'université. Là, on s'éloigne du je comprends. Je comprends, puis qu'il y a aussi un nombre limité de places selon le niveau social aussi, peut-être. Genre, tant de telle tranche d'argent, tant de telle tranche, je sais pas, mais là... Là, on parlerait de discrimination anti-riche. Oui, ça, yish! mais quand je suis rentré, la faculté s'était mise à faire des portraits des cohortes socio-économiques des cohortes de médecine pour décrire. Puis c'était un doyen qui est un petit peu plus éveillé sur ces enjeux-là, parce qu'on n'est pas juste des quand même. Et puis voilà, lorsqu'on regardait finalement les statuts socio-économiques, la répartition des statuts socio-économiques dans la cohorte de médecine versus la distribution des statuts socio-économiques dans la population, tu sais, je veux dire, les strates plus défavorisées étaient complètement sous-représentées, tu sais, genre mini, tu sais, il va y avoir 2-3 personnes sur 230 qui venaient des strates les moins favorisées, tu sais, puis dès qu'on tombait dans des ménages à 150, 200 000 et plus, tu sais, là on commence à retrouver du monde. Puis avec l'école à 3 vitesses qui est de plus en plus documentée, ça va être encore pire. Hein? Puis qui est vraiment bien décrite dans le livre aussi. On parle de quelqu'un qui a traversé les écoles privées à Montréal, qui est allé au cégep à Brébeuf. Le fameux Brébeuf, dont tous les premiers ministres du Canada sont allés, ou presque. Et du Québec, d'ailleurs. Et qui finalement aboutit dans qui va avoir été au sommet du début jusqu'à son stage, finalement, dont on entend parler dans le livre. Voilà. Mais merci. Je ne sais pas si vous aviez d'autres éléments qui vous trottaient en tête par rapport au livre. On va parler de plein de thèmes, mais là, je pense qu'on a parlé de plein de choses assez quand même intéressantes. Non, ouais. Moi, dans mes intérêts, il y a eu un bout où il parle là, de je veux pas faire de vagues, je veux pas me faire remarquer, fait que j'ai mis tel polo avec tel pantalon, puis c'est une espèce de conformisme extrême, là. J'étais allé voir les marques, moi, parce que je savais pas c'était quoi, genre Tiger of Sweden, là, tu sais. J'étais allé voir en ligne c'était quoi ces affaires-là. C'est un des thèmes que j'ai développé avec dans mon cours, Tiger of Sweden. Le conformisme. Oui. C'est un des thèmes. Et les standards de beauté. Oui. Comment, justement, tu sais, ça prend tel, j'ose pas dire le mot en ligne, là, le cul d'Aurélie, les formes, il faut que tu respectes les standards, puis il faut que tu mettes tel type de vêtements, si t'as pas tel autre type de vêtements, c'est pas correct, puis
Mais ça, c'est très influencé de Bret Easton Ellis, là, son livre American Psycho. Oui. OK. Il dit lui-même c'est inspiré de ce personnage-là. Oui, un American Psycho québécois. Oui. Ouais. Tout est axé sur les marques, les looks. Une des choses, peut-être aussi, que moi j'avais beaucoup accroché, c'était le fait que je trouvais que les émotions du personnage s'exprimaient particulièrement dans sa voiture. Ouais. Puis j'avais trouvé ça intéressant. Il va les exprimer à d'autres moments, mais c'est particulièrement dans sa Wrangler que le personnage laisse libre cours à ses émotions. T'as pas remarqué sur les réseaux sociaux, tout le monde? Ben, bien sûr. Mais se choque dans son char. Mais moi, c'était le symbolisme de cette espèce de cage-là de sécurité, dans laquelle, finalement, il réussissait peut-être à toucher un minimum à ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Ou je sais pas, tu sais, parce que, je passais à cause d'une Wrangler en sortant de l'hôpital. Puis là, j'ai pensé tout de suite à ce personnage-là. Honnêtement, c'est un char d'assaut, là. Ah oui? Ben oui, mais c'est ça. C'est un blindé militaire, là. La je sécurité. sais pas, mais moi, en fait, là, ce que j'avais écrit, puis là, c'était vraiment une réflexion, mais c'était que la Wrangler devenait son cerveau. C'est que finalement, il se sentait tellement en sécurité que là, c'était comme s'il y avait une couche de plus autour de son corps, tu sais, qui était la Wrangler, puis qu'on avait comme accès à l'intérieur de lui. Oui, il pouvait s'abandonner. Ouais. Sans penser qu'il va être vu. Ouais. Finalement, il se fait voir par Aurélie. Mais... Non, il y a tellement de... C'est ça, c'est riche. C'est vraiment riche. Donc, est-ce qu'on le conseille aux auditeurs? Oui. Ben, c'est pas... tu sais, je pense pas que c'est un livre vers lequel je vais retourner fréquemment parce que c'est très sombre. Mais j'ai beaucoup aimé le parcours. Tu sais, c'est un livre qu'on peut attraper n'importe quand puis facilement. Tu sais, ça se lit... Moi, ce qui me rend triste, c'est que ça vieillit pas encore. J'aurais aimé, en le relisant cette année, presque 8 ans plus tard, que ça ait vieilli. Puis que ça soit moins... Que ça soit moins vrai. Ouais. J'aurais aimé ça. Ben non. Mais non. Ben non. Ça m'a rendu triste. Il touche à une forme d'essentiel ou de... Ben, j'aurais voulu qu'il y ait eu un travail en santé mentale, qu'il y ait un travail social qui fait en sorte que c'est plus comme ça. Ouais. Mais non. Malheureusement. Combien de temps ça va être d'actualité, un livre comme ça? Longtemps, je pense. Mais c'est là où je veux dire, tu sais, on touche à une forme d'éternel. Tu sais, il y a quelque chose dans la compétition ou dans la lutte, la lutte des classes, tu sais, que finalement on a vu, tu sais, évidemment les marques, la voiture, tout ça. Un jour peut-être que ça sera moins, tu sais, son iPhone, son iPad, tout ça. Peut-être qu'on va regarder 150 ans, on va dire un iPad. Oui, c'est ça. Mais quand je lis le survenant, là, c'est plus d'actualité. Mais ok, c'est une mauvaise blague. Peut-être toute une génération. Ça l'est encore. Ouais. Ça l'est encore. Ça sera notre prochain... Ah non, c'est un de mes livres préférés. Les étudiants n'aiment vraiment pas. Je l'aime tellement. C'est la peur de l'étranger. Mais pas le film avec... le film, évidemment, le film doit être tiré du livre, mais pas le film avec Leonardo DiCaprio, là. Ah non. Le Revenant, excuse-moi. Le Revenant. Mais il y a eu un film avec... Jean-Nicolas Méraud, qui faisait le roux du survenant. Oui. Non, le survenant, c'est vraiment sur un homme pendant... au début du 19e siècle, qui débarque dans un village, qui arrive d'ailleurs, qui a voyagé, mais là, tout le monde dans le village est comme « C'est qui, lui? » Fait que oui, j'ai dit que ça avait vieilli, mais ça n'a pas vieilli. On a encore peur des étrangers qui arrivent, qui sont différents. On a peur des gens différents. Ben oui, les raisins de la colère, tu sais, puis... tout ça. J'ai lu un livre, tu aimerais ce livre-là, peut-être vous en avez entendu parler, peut-être ça peut être lui, si tu veux. Ça s'appelle « Ce que je sais de toi ». De Éric Chacour. C'est un roman qui, présentement, est... J'en ai entendu parler. Oui, mais c'est un roman ça se passe en Égypte, puis ça parle de l'homosexualité en Égypte. Une histoire d'amour en Égypte, entre un médecin et son... quelqu'un des niveaux... Vous allez la couverture, c'est un gars assis sur un lit. Comme c'est extraordinaire. Oui, j'ai entendu parler. C'est extraordinaire. Ouais, je pense que vous aimeriez ça. Tous les deux. C'est une société castée, hein, que j'avais entendu dire. Quand même, avec... non, ça pourrait être une belle suite, ça, si ça vous tente. Ben oui. À discuter, mais je serais ouvert. Mais comme je te dis, ma liste... Ta liste est longue. Mais moi, j'ai commencé le podcast pour lire, hein, puis c'est plus dur de... En fait, j'ai lu beaucoup, puis c'est dur d'après ça d'asseoir, comme je disais, les gens autour du micro, mais
Mais ça me permet de lancer des plans de livres aux gens. Là, moi, je lis le livre, finalement. Bon, ça marche pas toujours. Mais ça me... Moi, je colle. Oui, ben... yes! On va peut-être convaincre la Ben, tranquillement. Peut-être, J'ai quelqu'un qui est en train de lire le site qui n'est pas la personne qu'on avait désignée ouais? initialement. Fait que, bref, peut-être que je te tiendrai au courant. Un livre que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Il va falloir que je lise un peu plus aussi sur le contexte du livre, mais j'ai une beauté incroyable, cette pièce-là. Mais voilà. Et voilà. Ça fait le tour. T'avais-tu des choses à plugger, ta fille? Non, j'ai rien à plugger. Pas cette fois-ci. Ta fille est en droit, non? Ma fille fait de la musique. OK. Oui, c'est ça. D'habitude, on mentionne ses spectacles. Oui, prochaine fois. OK. Attends, faut que je... Ah non, oui, mon fils. Oui. Secondaire en spectacle. Oh. C'est pas grave. La salle, Il y a quelle aréna, là, non, mais il y a un band là, qui s'appelle Les Comestibles. Vous pouvez vous abonner sur sa page Instagram. Instagram, ouais, c'est ça. Ça dépend du réseau X. Instagram. Non, mais pas Ah non, X. non, pas X. Non. Instagram. OK. Instagram. Et voilà, c'est ma plug.